Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous. On va parler santé équine aujourd'hui sur les réseaux de Province Course 24 heures Retro. Bonjour Simon Lang. Bonjour. Docteur Simon Lang, devrais-je dire, nous allons Oui. parler avec vous effectivement d'un cauchemar de tous les sportifs et donc notamment des sportifs équins et hippiques, c'est la tendinite. Alors c'est pas très marrant comme ça, mais vous allez pouvoir nous informer, nous donner les dernières informations sur les progrès de la science sur le sujet et notamment l'utilisation des cellules souches avec le partenariat des laboratoires Boehringer. Simon, c'est un sujet, avant de vous lancer votre présentation, c'est un sujet qui occupe l'esprit de tous les hommes et de toutes les femmes de chevaux, hein. En effet, Fabien, alors en fait, les cellules souches, c'est vraiment une innovation. Ça fait un moment qu'on en parle en médecine équine, mais il y a eu des progrès récents, on va en parler juste après, qui finalement peut apporter une nouvelle solution à un problème qui va toucher tous les entraîneurs et principalement, bien sûr, les chevaux de course. Alors allons-y, en effet, vous le dites, il y a des nouveautés et il y a cette utilisation des cellules souches. Comment ça marche? On vous écoute. Aujourd'hui, spécifiquement, on va parler de l'utilisation des cellules souches dans la gestion des tendinites chez les chevaux de course. Pour ça, on va parler rapidement des tendinites. Le but n'est pas de faire un cours magistral sur les tendinites, mais de revenir sur des fondamentaux d'anatomie pour expliquer l'utilisation et pourquoi du comment on va choisir un traitement plutôt qu'un autre. Les solutions actuelles, avec aussi des avancées, les dernières avancées bibliographiques, les dernières publications sur des solutions qu'on connaît ou qu'on connaît moins. Et on va finir par vraiment le cœur de la présentation, les cellules souches, la définition, l'utilisation et en quoi c'est intéressant pour le traitement des tendinites. Tendinites, anatomie, rôle, structure, prévalence, cicatrisation et récidive. Donc vraiment pour revenir sur le fondamental, la base de la base, le tendon, c'est une structure qui va être organisée en 3D. Alors vous voyez à droite la représentation, un schéma, on a des fibres de collagène qui vont vraiment être la sous-unité fonctionnelle du tendon, qui vont permettre une élongation du tendon, qui vont lui donner cette capacité à se déformer. Cette fibre de collagène va s'organiser après en fibrille, en fibre, puis en fascicule, pour après former un tendon. Et vraiment, c'est cette structure et ces rapports entre longitudinaux, transversales, horizontaux, et le fait qu'on a vraiment cette sous-unité qui est de plus en plus organisée, qui va permettre au tendon d'avoir ses propriétés biomécaniques. À gauche, vous avez un schéma qui représente la zone de déformation d'un tendon. Donc vous voyez que vous avez des pourcentages de déformation et que la zone physiologique du tendon va être entre 0 et 3%. C'est là où le tendon est fait pour fonctionner, il va s'allonger de 0 à 3% de sa longueur totale. Au-dessus, quand vous passez sur une déformation supérieure à 3 et en dessous de 8%, vous allez arriver dans une utilisation qui est plus ou moins intense. Là, vous allez avoir un risque de créer des micro-traumatismes et ces micro-traumatismes par la suite peuvent créer bien sûr une lésion, une tendinite. Au-delà de 8%, vous allez arriver dans une zone de rupture et là, typiquement, c'est le claquage. On dépasse les capacités du tendon à se déformer. Vous avez vraiment une rupture de l'intégrité des fibres. Une tendinite, ça arrive dans deux situations principalement, soit une surcharge soudaine, donc vous passez au-dessus de ces 8%, soit une accumulation de micro-traumatismes, donc vous êtes dans une zone de tension et de déformation intermédiaire, mais ça va être vraiment l'accumulation de ces micro-traumatismes qui va entraîner une tendinite. C'est un peu le cas comme les fractures de contrainte, de fatigue, avec une accumulation de micro-traumatismes. La tendinite, je vais rien vous apprendre, c'est vraiment une problématique qui est très fréquente et peut-être encore plus fréquente chez les chevaux de course. On estime que sur un cheval de sport, ça va représenter environ 30% des boiteries et chez les purs sangs de course, ça va représenter jusqu'à 50% de toutes les blessures qu'ils vont avoir au cours de leur vie, tendinite et desmite ensemble. En termes, encore une fois, de localisation, la localisation va être variable. Le cheval de CSO, rapidement, ça va plutôt être des tendinites du tendon du fléchisseur profond, avec aussi des desmites du ligament suspenseur. Le cheval de dressage, hyper classiquement, le ligament suspenseur des membres postérieurs. Et chez les chevaux de course, ça va plutôt être le fléchisseur superficiel et plutôt en région métacarpienne. Après, avec classiquement une lésion qu'on va catégoriser de core lesion, c'est une lésion qui est bien ronde, bien délimitée, et on verra une image juste après. Simon, vous nous avez donné l'exemple là, du galopeur. Est-ce qu'on peut considérer que galopeur et trotteur sont sujets aux mêmes sources de tendinite, aux mêmes exemples de tendinite? Alors ça va dépendre de l'utilisation, ça va dépendre de la vitesse, ça va dépendre de plusieurs choses, mais globalement ça va plutôt être sur les mêmes localisations.
notamment le fléchisseur superficiel qui va être le plus concerné, avec des localisations ou des régions touchées qui peuvent varier en fonction d'une discipline spécifique par rapport à l'autre dans le monde de la course. Après, voilà, ça c'est les grandes lésions typiques, on va dire, les cas d'école, mais après tout est possible. On peut avoir un suspenseur sur un cheval de course, on peut avoir un antérieur sur un cheval de dressage, voilà, tout est possible. Après, une fois qu'on a vraiment compris que la prévalence était importante, il y a une deuxième chose vraiment capitale à garder en tête, ça va être la phase de cicatrisation. On va chercher à avoir une meilleure cicatrisation possible, et pour ça, on va essayer d'optimiser la phase de cicatrisation. Vous avez tout en bas une évolution d'une lésion classique. Vous voyez, la partie qui est tout à gauche normale, c'est un tendon qui est sain, qui va très bien. À partir du moment où vous allez avoir une tendinite, une rupture de cette intégrité du tendon, vous allez avoir une première phase qui va être une phase inflammatoire, où on va vraiment avoir une inflammation, et qui avec des appels de cellules pro-inflammatoires. Vous allez avoir vraiment un œdème, un gonflement, une chaleur. C'est vraiment là la phase vraiment aiguë de la tendinite. Après, on va rapidement passer dans une phase qui est sous-aiguë, moins inflammatoire, et qui va être une phase de proliférative, une phase où on va avoir un comblement de cette lésion. Et puis, en troisième phase et en dernière étape, on va avoir une phase de remodelage où on va avoir une modification de la structure de ce tendon. Et c'est là où ça va vraiment être important de jouer sur cette cicatrisation. Le but de toute cette phase et de la gestion de toute cette phase, ça va être d'augmenter le nombre de fibres normales. Une fibre normale, c'est quoi? C'est une fibre de collagène de type 1, comme on l'a vu avant sur le schéma. Le collagène de type 1, c'est le bon collagène, c'est le collagène du tendon. Et d'augmenter cette quantité, cette proportion de collagène de type 3 et d'avoir un bon alignement des fibres. À l'opposé, un tissu cicatriciel, ça va être un tissu qui va être fibreux, ça va être un tissu qui va avoir une moins bonne qualité et qui va avoir une quantité de collagène de type 3 qui va être supérieure à celle d'un tendon sain. On a un tout petit peu de collagène de type 3, qui est un autre type de collagène, dans le tendon, de manière physiologique, et on va avoir vraiment une augmentation importante de cette quantité de collagène de type 3 lorsqu'on a un tissu cicatriciel. Donc le jeu va vraiment être de pouvoir récupérer un tendon avec une quantité de collagène de type 1 comparable à celle d'un tendon sain initialement. Pour ça, on va vraiment agir sur la phase de remodelage, la troisième phase, et c'est là où on va devoir travailler de manière précoce, progressive, augmenter la mise en charge du tendon en vitesse, en tension, en travail, et vraiment augmenter de manière progressive pour optimiser cette phase de remodelage. Selon des protocoles précis, selon des protocoles que vous conseillez? Alors, il n'y a pas vraiment de protocole précis parce que chaque tendon et chaque tendinite plutôt va être spécifique, va être individuel, ça va être une lésion pour un athlète, pour un protocole. Il n'y aura pas vraiment il y a des grandes lignes directrices bien sûr, c'est augmenter de manière très progressive, vérifier à l'échographie qu'on a une bonne avancée de la lésion, une bonne cicatrisation, un bon comblement, etc. Mais de dire que le premier jour ça va être 2 minutes, le troisième jour ça va être 3 minutes, c'est très compliqué à ce niveau-là et il faut vraiment adapter individuellement un plan de réhabilitation pour une seule lésion. D'accord. J'avais une autre question, parce qu'on y vient Oui. à la récidive, parce qu'on a tendance à dire, le commun des mortels, bon, une fois qu'on a une tendinite, on sait qu'on va en avoir une nouvelle. Enfin, ça reviendra. Est-ce une fatalité et est-ce là-dessus que vous travaillez et est-ce là que le progrès avance le plus? Et bien en fait, exactement, le problème du tendon, c'est cette mauvaise capacité à cicatriser. Ou en tout cas, naturellement, va avoir tendance à faire une mauvaise cicatrice avec ce collagène de type 3 qui va vraiment être délétère pour les propriétés biomécaniques. Le problème, ça va être effectivement la récidive. On sait qu'une cicatrisation, ça va être long, ça va prendre 6 mois, 1 an, voire plus, pour certaines lésions. Et la récidive, elle peut aller jusqu'à 80%. Ici, vous avez en bas une étude avec un graphe avec selon différentes disciplines des taux de récidive qui vont alors, ici c'est 60% sur des courses de plat par exemple, ou sur du CSO tout à droite, on a une récidive qui est plus faible de 23%. Ça va vraiment dépendre de l'utilisation, du temps et de la phase de cicatrisation qu'on a accordée. On a aussi, il y a des progrès, il y a des mentalités qui ont changé. On va voir après que la réhabilitation commence à vraiment rentrer dans les mœurs, commence à vraiment faire ses preuves d'un point de vue bibliographique. Mais effectivement, il faut imaginer une tendinite pas comme une lésion à un instant T, mais vraiment évaluer et essayer de se protéger d'un risque de récidive qui va
malheureusement exister et qu'on va essayer de réduire le plus possible. Pour ça, en termes de solutions actuelles, déjà la première question c'est quand agir, parce qu'on va voir que le traitement va varier d'un moment à l'autre. On a ces trois phases, comme je vous ai dit, la phase aiguë, la phase subaiguë et la phase un peu plus chronique. Et pour ça, la phase aiguë, on va vraiment agir sur cette notion de gestion de la phase inflammatoire. On va mettre du froid, gérer avec des anti-inflammatoires, donc en local ou en injectable, et ça va vraiment essayer de réduire cette quantité d'inflammation. Après, on va passer dans une deuxième phase subaiguë, donc cette deuxième phase va commencer à peu près une semaine, 2 semaines après vraiment le diagnostic de la vraie tendinite, le claquage. Et cette phase subaiguë va être vraiment le cœur de la thérapie régénérative, donc des cellules souches, où on va vraiment chercher à faire de l'intralésionnel avec différents produits. Ça va être à ce moment-là qu'on va être le plus pertinent. Après, dans la troisième phase, ça va vraiment être cette augmentation de la mise au travail, mise en charge du tendon, où on va être dans cette phase de remodelage et on va pouvoir vraiment optimiser la cicatrisation et l'alignement des fibres avec des bonnes fibres. L'objectif est vraiment d'avoir une gestion qui est globale, qui est adaptée. Encore une fois, parfois on va rajouter de la maréchalerie, parfois on va modifier de la maréchalerie, ça va dépendre du tendon, ça va dépendre de la région, ça va dépendre de l'exercice, du type de travail que va devoir fournir le cheval. Et vraiment, cette gestion globale a pour but d'optimiser la cicatrisation et du coup de diminuer la récidive. S'il y a vraiment quelque chose à retenir, c'est chercher à optimiser cette cicatrisation égale une diminution du risque de récidive. Dans les solutions actuelles, en termes, pour le coup, d'intralésionnel pur, on a plusieurs choses. Vous voyez que j'ai repris des publications où on parle de chances d'efficacité à long terme et du coup, forcément, de diminution du risque de récidive. Tout à gauche, vous allez avoir ce qui est le moins propice et le moins encourageant, on va dire, c'est de ne pas intervenir sur ce tendon. Pas d'intralésionnel et un repos strict. Après, on passe sur une deuxième phase, de l'intralésionnel avec des produits non biologiques. Typiquement, on peut citer l'acide hyaluronique. Ça se fait beaucoup aux États-Unis. Et après, on va arriver sur des chances d'efficacité qui sont, on va dire, moyennes. Ça va être l'intralésionnel avec un traitement à base de PRP, donc plasma enrichi en plaquettes, pardon. Et ça va plutôt avoir un rôle vraiment anti-inflammatoire et ça va être intéressant dans la deuxième phase de cicatrisation, associé surtout avec une reprise du travail progressif et précoce. Donc je vais parler tout au long de cette présentation de réhabilitation progressive et précoce et on va voir que ça a vraiment son intérêt de manière complémentaire. Après, on peut associer des autres traitements, du shockwave, du laser, de la balnéothérapie, ce genre de choses peuvent avoir toujours un intérêt complémentaire pour prendre vraiment le problème dans la globalité. Ce qu'on a de plus efficace, on va dire, en termes de chances d'efficacité, ça va être des intralésionnels avec des cellules souches. On va voir qu'on a un intérêt par rapport à la cicatrisation, par rapport à cette modification des quantités de fibres, et les cellules souches associées avec une reprise de travail toujours précoce, toujours progressive, va avoir un meilleur taux de succès à l'heure actuelle. Et va être la solution du coup la plus intéressante actuellement. Cette réhabilitation précoce et contrôlée, alors je suis un ancien praticien, j'ai connu des vétérinaires, des confrères ou même moi-même, où parfois on avait une tendinite, on mettait un cheval au paddock pendant 6 mois, 1 an, on le laissait faire sa vie et après on regardait ce qu'il en revenait 6 mois ou 1 an plus tard. Cette réhabilitation précoce et contrôlée, les habitudes ont changé, la bibliographie nous a aidé pour ça, il y a pas mal d'études là-dessus, c'est le nerf de guerre de certains vétérinaires qui adorent ce sujet. Et là maintenant ce qu'on sait, c'est que on a une quantité de retour au travail, alors c'est tout sport confondu pour le coup, qui va être de 71% versus 25% si on a un repos strict qui est au paddock. Donc vraiment une augmentation de cette capacité de retour au travail, de retour en course. Et après aussi un impact sur le long terme. On voit, avant je vous ai parlé d'une récidive qui peut aller jusqu'à 80%. Alors ça va dépendre du type de sport, ça va dépendre de la localisation du tendon ou du ligament, mais on a une récidive qui peut aller jusqu'à 80%. Ce que la bibliographie, ce que la science nous dit, c'est que sur le long terme, si on pratique une réhabilitation précoce et contrôlée, eh ben, on a un taux de récidive qui va diminuer jusqu'à 42% de récidive dans les 2 ans.
ce qui est quand même déjà une belle avancée en termes de récidive. Après, en termes de traitement complémentaire, on a cité le shockwave, le laser, juste pour faire un tout petit point là-dessus, pour savoir ce qu'il y a derrière. Le shockwave, donc les ondes de choc, le principe est d'augmenter la néovascularisation, donc du coup augmenter le nombre de vaisseaux sanguins pour essayer de ramener des facteurs anti-inflammatoires naturels, augmenter la phase de cicatrisation, et ce qu'on observe, c'est qu'on aurait une meilleure réponse sur des grades légers de tendinite, donc des tendinites plutôt faibles à moyenne. En termes de laser, on a un effet qui est anti-œdème, donc toujours anti-inflammatoire, anti-œdème, et on a un impact sur l'amélioration de la boiterie. Par contre, ce qu'on observe toujours dans des publications, c'est qu'on n'a pas de changement échographique notable. On a suivi des chevaux avec des tendinites qui étaient similaires, comparables. Un groupe, on a fait du laser, l'autre groupe, on n'a pas fait de laser. Et même si on observe une amélioration de la boiterie et de l'effet anti-inflammatoire, on n'a pas forcément de vrai changement radical au niveau de l'interprétation des images radiographiques et de la capacité à cicatriser. Ensuite, on va vraiment entrer dans le nerf de la guerre, pour le coup, de cette présentation, parler des cellules souches, avec justement revenir un tout petit peu sur qu'est-ce que c'est, même si on en entend parler beaucoup, juste revenir sur quelle est l'origine des cellules souches, de quoi on parle vraiment, parler des dernières innovations dans ce domaine et pourquoi c'est ça maintenant la technologie, on parle d'une technologie qui est mature par rapport à ce qui se faisait avant, et parler de l'utilisation plus spécifiquement chez les chevaux et surtout sur les tendons. Les cellules souches, c'est des cellules que vous, que moi, on a tous, que les chevaux ont. Ça va être des cellules souches qui vont permettre de régénérer un tissu. On sait que notamment chez l'homme, on a un renouvellement de notre tissu cutané, donc de notre peau, de nos cellules qui se fait environ tous les 120 jours. Vous allez avoir un renouvellement parce que la peau subit des agressions et du coup vous allez avoir un renouvellement de ces tissus cutanés tous les 120 jours. C'est la durée de vie d'une cellule de la peau. Et ça va arriver via des cellules souches qui vont justement permettre de réparer, de modifier, de remplacer ces tissus abîmés. Il existe deux types principalement de cellules souches. On a tout d'abord des cellules souches embryonnaires, donc juste après les premières phases de la fécondation. Donc vous avez un spermatozoïde, un ovocyte, ça va faire un œuf fécondé, et dans les premières phases, vous allez avoir un amas de cellules souches embryonnaires, et cet amas de cellules souches va permettre, via une qualité qu'on attribue de pluripotente, plusieurs et potente, la capacité de tout faire. Ça va être des cellules qui vont être capables de former tous les tissus de l'organisme. Donc à partir d'un petit amas de cellules, un petit tas de cellules, vous allez pouvoir former tous les tissus de l'organisme, que ce soit du muscle, que ce soit des nerfs, que ce soit du cerveau, enfin voilà, vraiment une capacité de tout faire. Et après, donc ça c'est ces cellules souches embryonnaires qui vont être à l'origine d'un organisme adulte, un humain, un cheval, n'importe quoi. Et après, vous allez avoir ce lot de cellules souches adultes qui va continuer à être en circulation dans votre sang ou dans d'autres tissus et qui, elle, va ne plus être pluripotente, mais multipotente. La différence, c'est que les cellules souches adultes vont pouvoir faire plusieurs types et pas forcément tous les types. Voilà un peu le distinguo entre les deux. Et ce sont ces cellules souches adultes qui sont en circulation dans notre corps, encore une fois, pour réparer éventuellement des dégâts, des lésions, qui vont être hyper intéressants en médecine régénérative qu'on va utiliser. Ces cellules souches, on va pouvoir donc soit les avoir, comme je vous ai dit, par embryonnaire, soit par voie adulte. Forcément, en médecine, ou en médecine humaine et en médecine équine, c'est pareil, on va avoir tendance à privilégier les cellules souches adultes pour plusieurs raisons. Déjà, éthiquement, c'est quand même beaucoup plus simple d'aller prélever ces cellules souches. Et ensuite, d'un point de vue prélèvement stricto sensus, ces cellules souches, elles vont être circulantes dans le sang, donc ça va être plus facile, par exemple, ou dans le muscle, ou dans le gras, ça va être beaucoup plus accessible. Est-ce qu'on est tous des bons donneurs de cellules souches? Fabien, vous êtes un donneur de cellules souches, vous avez vos propres cellules souches dans votre corps, j'ai les miennes. Est-ce que vous et moi, vous ou moi, est-ce qu'on est des bons donneurs? Est-ce qu'on a des bonnes cellules souches? Eh bien, pas forcément. On s'est rendu compte qu'on était assez inégaux par rapport à ces cellules souches. Chez le cheval, ça va plutôt être un cheval sur 10 adultes qui va être capable de donner des bonnes cellules souches, des cellules souches de qualité. Et comment on le détermine? Ça va être via l'ensemble de tests. Ça va être des prélèvements, ça va être des tests, ça va être en laboratoire. On va vérifier le taux de plein de choses, le taux de collagène. On va faire évoluer ces cellules souches pour voir quelles cellules adultes classiques
au stade final elles vont donner. Ça va vraiment être très variable et assez complexe à déterminer. Mais Selon la validation, j'imagine, du propriétaire, selon là aussi un protocole bien défini. c'est ça, mais il faudrait analyser. Sinon, jusqu'à maintenant, on partait du principe que tout le monde avait des cellules souches, donc tout le monde avait des bonnes cellules souches, ce qui n'est pas forcément vrai. Oui. Donc et c'est aussi pour ça qu'on va revenir un petit peu, j'en parlerai juste après, sur le mode d'utilisation de ces cellules souches qui a varié une fois qu'on avait déterminé que les cellules souches n'étaient pas tous forcément identiques en fonction du donneur. Et après, en termes de mode de prélèvement, origine, où est-ce qu'on va chercher ces cellules souches? Et ben, je vous ai dit, on a plusieurs origines. On a de nos cellules souches, vous, moi, dans du sang, dans notre moelle osseuse, on a des stocks de cellules souches. Dans du cordon ombilical, ça existe. Dans du bourgeon dentaire, ça existe. Enfin voilà, il existe une multitude de variétés. Et actuellement, ce qui se pratique, c'est d'aller chercher ces cellules souches dans du sang, via une prise de sang classique. Pourquoi? Parce que c'est la moins invasive. Ça revient à faire une prise de sang. Les chevaux sont globalement tous habitués à faire des prises de sang. On en fait régulièrement pour tester X ou Y chose. Et ça va permettre surtout de pouvoir concentrer ces cellules souches dans un faible volume. On va pouvoir faire des prises de sang qui sont d'un volume moyen et on va pouvoir les concentrer dans un petit volume assez facilement. Et en plus, c'est surtout très répétable, comme vous imaginez. On a globalement tous le même sang toute notre vie, alors qu'un cordon ombilical, on va être limité à un seul cordon ombilical qui va être variable, forcément d'un poulinage à un autre. On parlait justement avant de la capacité d'avoir de bonnes cellules souches. Et bien l'utilisation, elle va se faire par trois façons. D'abord, on a une utilisation on va commencer par le point 2, on va le faire dans l'ordre, l'utilisation autologue. L'utilisation autologue, c'est on prélève un cheval et on va injecter ses propres cellules souches pour une tendinite, pour une boiterie ou pour l'usage qu'on en souhaite. Et là, c'est une des premières avancées, c'est de se rendre compte, effectivement, qu'on n'est pas tous des bons donneurs de cellules souches. Donc, si vous prélevez un cheval pour l'infiltrer pour une tendinite, en disant, ok, super, les cellules souches c'est incroyable, je vais les utiliser, mais que ce cheval ne donne que de très mauvaises ou des cellules souches moyennes, et finalement le résultat va être décevant. Et c'est un peu ce qu'on a observé ces dernières années dans l'utilisation des cellules souches. Même pour soi-même, c'est ça que vous voulez dire. Même pour soi-même, D'accord, ok. Il y a une publication qui parle alors on va sortir un tout petit peu les tendinites, qui parle d'arthrose, et on s'est rendu compte que si un cheval est arthrosique, donc même de l'arthrose juvénile, sur un jeune cheval, on ne parle pas forcément du cheval de 20 ans ou 25 ans qui est arthrosique, mais on peut avoir de l'arthrose précoce, même chez les chevaux de course, chez les jeunes chevaux. On s'est rendu compte qu'à partir du moment où on rentrait dans une phase d'arthrose, on avait une inflammation chronique et ça allait dégrader la qualité de ces cellules souches. Donc un cheval en mauvaise santé ou avec des problèmes de santé, on va avoir aussi une diminution de la qualité de ces cellules souches. Donc on a cette double peine. Est-ce qu'on est un bon donneur? Oui, non. Et en plus de ça, généralement, quand on a un problème de santé et qu'on va avoir besoin de ces cellules souches, on peut se retrouver avec des cellules souches qui vont être encore plus dégradées. Pour ça que l'utilisation autologue, c'est ce qui s'est fait dans les 15-20 dernières années, mais on en revient un peu. Et en plus de ça, le prélèvement était parfois un peu compliqué, ça demandait un temps opératoire, prélever du gras, prélever du muscle, ça demandait une préparation, une mise en culture, et on revenait 3 semaines, un mois plus tard, pour pouvoir infiltrer avec ses propres cellules souches. C'est pour ça que maintenant on a un deuxième mode d'utilisation, qui est l'utilisation allogénique. On a un cheval qui va être prélevé, on va lui prélever ses cellules souches, et on va pouvoir infiltrer d'autres chevaux avec ces cellules souches. Là, on va avoir la qualité, et là ce qui va être hyper intéressant, ça va être justement de faire ces tests comme on en a parlé avant, tests en laboratoire, vérifier la viabilité et la qualité de ces cellules souches, pour justement ne garder que des bons donneurs, avoir des bons donneurs pour fournir des cellules souches de qualité. Et après, en troisième utilisation, c'est une utilisation qu'on appelle xénogénique. Ça va être, on va prélever un cheval pour aller traiter par exemple des chiens ou une autre espèce. Ça va être en interespèce. Là, ça va être, c'est la future recherche, c'est les futures pistes. Pour l'instant, on est au balbutiement de ces méthodes, et ça va vraiment être aller d'une espèce, passer la barrière de l'espèce, d'une espèce vers une autre espèce. Cette préparation de ces cellules souches, donc comme je vous ai dit, déjà identifier un bon donneur, c'est la priorité. Et après, on a aussi la deuxième avancée technologique, donc après la sélection des donneurs, ça va vraiment être la prédifférenciation. Donc je vous ai dit que ces cellules étaient capables de faire plusieurs types de tissus. Elles sont multipotentes. On a maintenant la capacité, en mise en culture, en préparant ces cellules, de les orienter vers une lignée spécifique.
Par exemple, là, on pourra prendre des cellules souches et leur dire, allez, par exemple, vers la lignée tendineuse. On va les orienter vers cette lignée pour être sûr que quand on les infiltre, eh ben, elles soient déjà préamorcées, déjà engagées dans une lignée cellulaire et pour pouvoir aller faire uniquement le tissu qui est cible. Elles ont Ça va être GPS, quoi. c'est on va les orienter. On va les orienter. Ça, c'est une grande avancée. Alors, Génial. dans les grandes lignes, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est extrêmement compliqué. C'est de la mise en culture avec un bon environnement, avec des bons facteurs, avec des cellules cibles. Voilà, on va vraiment les orienter, leur donner la voie, la ligne directrice. Et ça va permettre plusieurs choses. Ça va permettre déjà de faire le tissu qu'on veut et uniquement le tissu qu'on veut. C'est quand même déjà plutôt intéressant. Il y a des cas, alors j'ai pas envie de faire peur à personne, mais il y a eu des cas où on avait des cellules souches qui n'étaient pas prédifférenciées, qui ont été injectées dans des tendons chez le lapin, pas chez le cheval, et qui ont commencé à faire du tissu osseux. Vous imaginez bien que faire du tissu osseux dans un tendon, c'est pas fantastique. Donc là, c'est déjà la première étape, c'est de se dire, ok, on va faire des cellules souches tendineuses pour le tendon, c'est quand même, ça risque d'être beaucoup plus efficace. En plus de ça, il y a un intérêt par rapport aux résultats obtenus. On s'est rendu compte que ces cellules souches, quand elles étaient prédifférenciées vers la bonne lignée, eh ben, on avait tendance à augmenter la quantité de collagène de type 1, encore une fois le collagène de type 1, le bon collagène, et de diminuer la production de collagène de type 3, le collagène qui n'aura pas forcément ses propriétés biomécaniques. En termes d'utilisation, donc, on a commencé à les utiliser dans les années 90 en humaine, un tout petit peu avant, mais c'est au début des années 90 où ça a vraiment eu une explosion. Et en médecine équine, c'était un tout petit peu plus tard. On est plutôt aux alentours des années 2000, donc ça fait déjà 23 ans. Hein. Et à cette époque-là, forcément, on utilisait de l'autologue, on prélevait un cheval pour soi-même, et on avait des résultats qui étaient assez variables, et maintenant on arrive à expliquer pourquoi. En 2012, on a utilisé le premier médicament humain à base de cellules souches qui a servi comme médicament pour les rejets de greffe. C'était plutôt dans l'optique de modifier une immunomodulation, on va dire, et d'empêcher le rejet de greffe. En 2019, on retourne chez les chevaux, on a utilisé et on a le premier médicament équin pour traiter les boiteries d'origine articulaire, donc l'arthrose, est arrivé sur le marché. Et en 2022, le premier médicament équin pour traiter les tendinites et les symites est arrivé sur le marché. Donc on voit vraiment que on est en plein dedans dans les cellules souches, c'est un phénomène d'actualité et ça répond à une vraie problématique. Les bénéfices de ces cellules souches sur les tendons, parce que là on a parlé de prévalence, on a parlé du risque de récidive, on a parlé des cellules souches, mais bon, quel est l'intérêt pour la gestion des tendinites? Ça va déjà provoquer ou entraîner une cicatrisation du tissu qui va être plus proche du tissu sain. Ça va être augmenter le collagène de type 1 dans des proportions qui sont comparables aux tendons physiologiques. Ça va être la production de fibres qui sont plus et mieux alignées. Donc à l'échographie, ça va être des plus belles images, même si l'échographie n'est pas forcément... C'est pas parce qu'on a une belle échographie, qu'on a un beau tendon à l'échographie, qu'on a un tendon solide. Mais pour ça, il faut aller plus loin et voir ce qui se passe vraiment. En plus, on a une diminution, donc c'est toujours pareil, on a toujours un équilibre entre la production de tissu sain après une lésion et la production de tissu cicatriciel. Si on augmente la production de tissu sain, et ben forcément on va diminuer la quantité de tissu cicatriciel. On s'est rendu compte pareil que ça avait un impact sur cette quantité de tissu cicatriciel, ça va diminuer cette quantité de collagène de type 3, c'est vraiment ce qu'on recherche. Et après on s'est rendu compte qu'on avait d'autres facteurs un peu plus barbares en termes de nom. Ça va diminuer par exemple l'alpha smooth muscle actin ou SMA, et ben ça va être un marqueur de myofibroblaste, donc de fibrose, et donc diminuer cette quantité de fibrose, c'est toujours intéressant. Après, on va avoir un tendon qui va avoir une biomécanique comparable à un tissu sain, et si on a cette biomécanique comparable à un tissu sain, et ben on n'a plus forcément ces fragilités, et forcément on diminue le risque de récidive. En plus de ça, par rapport à ce qu'on faisait, à l'autologue avant, ça va être de choisir les donneurs, de préparer les cellules souches et du coup de standardiser les résultats. Et ça va permettre d'avoir des résultats, même si chaque lésion est individuelle, d'avoir une base d'évolution et des résultats qui soient standardisés. Forcément, si on a un tendon qui a mieux cicatrisé, on s'attend à avoir une diminution du taux de récidive, et c'est ce qu'on observe. Vous voyez que les cellules souches, globalement, vont réduire le risque de récidive. Ici, vous avez en bleu dans mon graphique, alors MSC, c'est les cellules souches mésenchymateuses, c'est leur petit nom scientifique. Et vous voyez que sur des courses, par exemple de plat, on va avoir à peu près 70% de récidive comme on l'a vu avant, et ben on va se retrouver avec un taux de récidive inférieur à 50.
Après, sur un taux, du total, on va plutôt être aux alentours de 50, où on va se retrouver avec un taux de récidive entre 20 et 30%. Le but, c'est, là encore une fois, les cellules souches seules ne vont pas faire de miracle, mais ça va être optimiser la cicatrisation. Ça va être les cellules souches avec de la réhabilitation précoce et progressive qui vont permettre d'avoir des taux de récidive qui sont vraiment inférieurs par rapport à ce qu'on a l'habitude de connaître, permettre de diminuer ce taux de récidive et aussi avoir une durée dans le temps. C'est pas forcément intéressant de pouvoir faire une course, mais ça va vraiment être de pouvoir continuer les courses, reprendre l'entraînement et pouvoir de nouveau performer. C'est-à-dire que si la tendinite est un cauchemar pour tous les sportifs et pour tous les chevaux de course et tous ceux qui s'en occupent au quotidien, c'est presque une fatalité. On ne peut pas aller contre le fait qu'un jour on puisse avoir une tendinite. Ce que vous apportez là, c'est la possibilité d'imaginer le fait qu'on puisse faire en sorte de limiter la fameuse récidive. C'est ça, c'est ça. On arrivera. Enfin, la contrainte est telle, le sport est fait d'une telle façon que, on l'a dit en introduction, chez les chevaux de sport, ça représente 50% de toutes les Oui, lésions. et ça, on pourra pas Donc, ouais, ça, on va malheureusement, chaque sport a ses limites, chaque sport a ses lésions typiques, et ça, on ne pourra malheureusement que très peu agir dessus. Là où ça va vraiment être intéressant, ça va être de C'est sur la diminuer ce taux de récidive. récidive et de pouvoir avoir des chevaux qui retournent en course et qui vont pouvoir surtout durer dans le temps. Et là, ce Là, graphe est éclairant, quoi. c'est ça, ça va dépendre. Et encore une fois, ça c'est juste par utilisation de cellules souches. On n'a pas encore dans cette étude rajouté de la réhabilitation, et là vraiment on va potentialiser les effets de l'un par rapport à l'autre et avoir encore une diminution qui va être encore plus importante. Ici, il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'entraîneurs, beaucoup de propriétaires qui ont l'habitude de voir des images. Donc j'ai passé un cas. Ici, vous avez une lésion, donc une core lesion, classiquement sur le lobe latéral et du fissure profond. Et vous avez cette core lesion qui est vraiment bien définie. C'est ce qu'on appelle une core lesion, une lésion de cœur en français, mais on a plutôt tendance à dire core lesion. C'est vraiment bien délimité et vous voyez cette zone foncée qui va vraiment être l'absence de fibres. On a une diminution de la quantité de fibres à cet endroit-là. Ici, vous voyez sur une coupe longitudinale, pareil, vous avez une dégradation de ces fibres à cet endroit-là. Et ça, c'est avant l'utilisation de cellules souches. Après l'utilisation de cellules souches, donc vous voyez 6 semaines après l'infiltration, vous voyez déjà que vous ne voyez plus cette core lesion. On peut presque la deviner ici par les fibres qui sont un tout petit peu plus variables en termes de gris, en termes de contraste. Le vétérinaire peut voir qu'il se passe encore quelque chose ici. Par contre, vous voyez que le lobe est encore un tout petit peu plus détendu, plus large par rapport à l'autre lobe. 3 mois post-traitement, là vous voyez vraiment qu'on a un comblement, que la surface est régulière, que la surface est homogène, et vous voyez qu'il existe une toute petite déformation qu'on arrive à deviner à l'œil, mais vous voyez que le diamètre est presque comparable d'un côté par rapport à l'autre. Le but n'est pas forcément d'aller plus vite avec des cellules souches, c'est important de garder ça, et on va pas forcément, parce qu'on va utiliser des cellules souches, pouvoir retourner en course un mois après. C'est vraiment ça, il faut le sortir de la tête, c'est pas vrai, et ça risque d'être délétère. Ce qui est important, c'est toujours cette qualité de cicatrisation, et ça va vraiment être sur du long terme qu'on va avoir un intérêt. Même si les images sont jolies, même si là on voit qu'on a vraiment un vrai comblement de la lésion, que c'est vraiment presque spectaculaire et surtout assez rapide par rapport à ce qu'on pourrait imaginer, à ce qu'on connaît, et ben ce qu'il faut se dire c'est que ok, ça avance bien, ça évolue bien, il faut continuer le programme de réhabilitation, augmenter la mise en charge, la mise en tension pour pouvoir modifier ce remodelage du tendon et travailler pour avoir quelque chose qui soit solide sur le long terme et pouvoir continuer à courir et à performer. Et on va déjà en terminer sur une petite conclusion sur pourquoi utiliser les cellules souches maintenant plutôt qu'avant et qu'est-ce qui a vraiment changé. Comme je vous ai dit, la technologie maintenant elle est mature. On reste sur une technologie de pointe, mais c'est pas un gros mot. Tout le monde peut être candidat à une technologie de pointe. C'est une bonne chose d'avoir des avancées sur cette technologie. C'est pas forcément une technologie de pointe, on ne veut pas dire technologie élitiste. Et maintenant, on a vu qu'on a des progrès qui font que on a des résultats qui sont beaucoup plus répétables. En plus de ça, maintenant on a des médicaments qui sont enregistrés, donc des médicaments avec des autorisations de mise sur le marché,
avec des notices, avec la garantie, avec des sécurités. Ça a fait preuve d'efficacité, ça a fait preuve d'innocuité, donc de sécurité. Et c'est des solutions qui sont prêtes à l'emploi. On n'a plus besoin d'aller faire une chirurgie debout, prélever un bout de gras, prélever un bout de muscle, mettre en préparation et réinfiltrer un mois après. Maintenant, c'est prêt à l'emploi. En plus de ça, on a toute une notion un peu plus sociétale, un peu plus actuelle. On est vraiment sur de la médecine régénérative, on est sur orienter la cicatrisation, favoriser une bonne cicatrisation, et on est aussi sur une notion de bien-être animal, parce que c'est quand même un mot qui est de plus en plus d'actualité, et ça depuis quelques années. Ça va être pas seulement traiter la boiterie, on veut pas que le cheval arrête de boiter pour retourner en course, on veut traiter la cause, et on veut avoir une solution qui soit pérenne dans le temps. Donc mon meilleur conseil, c'est parlez-en à votre vétérinaire si vous rencontrez une tendinite. Demandez-lui ce qu'il en pense, demandez-lui s'il utilise comme solution, parce que chaque tendinite va être individuelle, et donc certains seront de bons candidats quand d'autres seront de moins bons candidats. Eh ben, merci beaucoup, Simon. C'était très éclairant, extrêmement intéressant, extrêmement riche. Quelle serait la prochaine phase? Jusqu'où peut-on aller dans ces progrès, dans ces recherches? Là, il existe actuellement une cellule souche pour l'arthrose et il existe des cellules souches pour les tendinites. Là, pour l'instant, ça va être les grandes avancées en termes d'équine. C'est toujours cette notion d'améliorer une cicatrisation, de refaire du tissu. Donc, je pense que les prochaines phases seront éventuellement, soit sur d'autres espèces, parce qu'on est quand même en avance. Après, si on prend un peu plus d'ampleur et de recul, on a pas mal d'avancées sur les cellules souches en humaine. Dans d'autres choses. Alors, il y a un petit problème d'éthique sur les modes de prélèvement. Toujours un peu compliqué d'avoir des donneurs pour traiter d'autres personnes en humaine, c'est un petit peu un frein et c'est compréhensible. Mais il y a des bonnes avancées dans les universités américaines notamment, dans le cadre d'études très strictes, etc. C'est pas encore sur le marché, avec des très bons résultats. Pareil pour toutes les lésions type arthrose, type tendinite, etc. Eh bien, merci encore, c'était extrêmement éclairant. On retrouve toutes ces informations grâce à ces équirencontres voulus par Boehringer et Province Course 24 € trop. Merci à Simon Lang de nous avoir informés et tout expliqué ce matin sur ce qu'on peut faire aujourd'hui autour des tendinites grâce aux cellules souches. On espère que ça vous a plu. On se donne rendez-vous pour une nouvelle qui-rencontre. On parlera d'un autre problème de santé, là chez les très jeunes chevaux. À très bientôt. Merci Simon. Merci Fabien, merci à tous.